Voilà, mais merci pour l'invitation déjà, hein. Je suis content d'être là et je suis surpris de voir autant de personnes. Ça, c'est vraiment un plaisir. Alors, j'ai hésité quand j'étais aux toilettes, au vu du nombre de monde, je me suis dit, est-ce que je vais peut-être pas partir en courant, parce que ça fait quand même beaucoup de gens. C'est un peu stressant, mais finalement, je suis quand même là. Et ouais. Donc, alors, pour cette conférence, j'aurais pu commencer par différentes choses. J'aurais pu commencer par vous raconter une histoire extraordinaire, comme on en a quand on est thérapeute. Une de ces histoires où on voit des gens à quelques séances qui vont mal depuis des années et puis magiquement ils repartent de chez vous en allant extraordinairement bien et puis en allant dire partout que vous êtes extraordinaire. J'aurais pu aussi commencer en vous racontant quelques effets exceptionnels de l'hypnose qui sont très impressionnants, très convaincants. Ou faire un gros discours pour essayer de vous montrer à quel point je suis charismatique et que je suis convaincant. Je vais rien faire de tout ça, parce qu'il y a déjà plein de gens qui font ça un peu partout, et que ça contribue quand même beaucoup à la désinformation sur le domaine de l'hypnose, puisque c'est un domaine où on en parlera un peu tout à l'heure, beaucoup de marketing, pas mal de dérives aussi, et voilà, également pas mal d'informations qui sont simplement pas justes ou déformées, pour différentes raisons qu'on va aborder tout à l'heure. Alors, donc mon objectif aujourd'hui, ça va vraiment être ça va simplement être d'essayer de faire de vous des personnes qui ayez une bonne connaissance générale de l'hypnose, une connaissance de culture générale, pour que vous puissiez trier un peu le vrai du faux, avoir un avis un peu informé sur la question, et pas vous faire manipuler ou arnaquer par tout ce qu'on peut trouver, notamment dans les médias, qui donnent rarement une information de qualité, et encore moins par les thérapeutes, même s'il y a des exceptions bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de marketing de ce côté-là, et ça n'aide pas à faire évoluer la discipline. Voilà, donc pour arriver à cet objectif, je vais aborder plusieurs points que vous pouvez voir. Donc le premier, ça sera qu'est-ce que l'hypnose? Évidemment, comme on essaye de donner une information un peu scientifique, on va commencer par définir un peu de quoi on parle. Vous allez voir que c'est là que le premier problème commence avec l'hypnose, parce que c'est pas simple. Après ça, je vous parlerai un petit peu des différents usages, parce que l'hypnose est utilisée pour différentes choses, essentiellement trois choses. L'hypnose en thérapie, l'hypnose de spectacle, et puis l'hypnosédation, donc l'usage de l'hypnose à l'hôpital par rapport à la douleur. Je vais essayer de vous donner quelques infos brièvement sur qu'est-ce que disent les études scientifiques, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de ce côté, parce qu'il y a quand même pas mal de recherches récentes qui sont en cours, et vous verrez que c'est un domaine qui intéresse les scientifiques, et surtout au niveau des neurosciences, pas forcément pour les raisons qu'on peut imaginer a priori. Après ce point-là, j'aborderai quelques exemples de dérives, parce que voilà, il y a quand même pas mal de dérives, et c'est aussi un point important de ce sujet. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? J'ai pris sur Google quelques définitions comme ça un peu au hasard. Et il n'y a pas en fait de définition de l'hypnose qui fait consensus actuellement. Donc il y a autant de définitions que de thérapeutes ou de chercheurs, ce qui est évidemment un peu embêtant. Donc, je vais vous en lire quelques-unes. Donc, l'hypnose est un état temporaire d'attention modifié, dont la caractéristique est une suggestibilité accrue. Voilà, donc état modifié, suggestibilité accrue. Cette définition-là, elle n'est pas trop mal, on va dire. L'hypnose est un état psychologique particulier qui revêt certains attributs physiologiques, similaires superficiellement à un sommeil et marqué par le fonctionnement de l'individu à un niveau d'attention autre que l'état de conscience ordinaire. Bon, ça fait un peu plus sérieux, mais en même temps, il y a beaucoup de termes qui sont flous. Certains attributs physiologiques, superficiellement proches du sommeil, bon, voilà. Finalement, on ne sait pas grand-chose avec ça. Et voilà, une autre définition qui vient du site d'un thérapeute. L'état hypnotique consiste en un endormissement du conscient pour accéder directement à l'inconscient. Voilà, ça fait déjà beaucoup plus rêver. Je ne sais pas trop ce que c'est l'inconscient, de quel inconscient on parle. Est-ce que c'est l'inconscient des psychanalystes? Est-ce que c'est l'inconscient qui contient juste des processus automatiques comme la mémoire, l'attention? On ne sait pas trop, mais voilà, on peut endormir le conscient et faire quelque chose avec l'inconscient. J'imagine que c'est utile. Mais voilà, c'est de nouveau pas très clair en tout cas.
Donc ces définitions, elles sont un peu problématiques. Et après avoir parcouru pas mal la littérature, moi je vais vous proposer, pas une définition en tant que telle, mais en tout cas quelques éléments qui font relativement consensus aujourd'hui et qui, à mon avis, définissent déjà bien, de manière plus ou moins universelle, toutes les pratiques qu'on peut trouver dans le terme hypnose. Donc le premier terme qui est important, c'est le terme relaxation. Alors, la relaxation, bah, c'est très rare que ça ne fasse pas partie de l'hypnose. En général, une séance d'hypnose commence par une étape qui consiste à amener le sujet dans un état d'hypnose ou de transe. On peut aussi appeler ça état de relaxation, pour faire simple. Cet état il peut être plus ou moins profond, mais voilà, c'est vraiment un état de relaxation. Donc c'est pas un sommeil, c'est pas un état magique qu'on ne sait pas définir, c'est vraiment voilà, c'est un état de relaxation. Comme on peut en trouver aussi dans la méditation ou dans d'autres pratiques qui sont assez banales aujourd'hui. Le deuxième élément de définition, c'est l'imagination. Ça, c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas de séance d'hypnose qui n'utilise pas un minimum d'imagination. Ça passe toujours par les idées et par un minimum d'images mentales. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la plupart des outils qu'on va utiliser pendant l'hypnose. Bah, c'est lié à l'imagination. Voilà. Il y a cette utilisation de l'imagination qui en soi n'est pas typique de l'hypnose. Hein. C'est des choses qu'on peut faire avec notre imagination au quotidien, mais qu'on utilise spécialement dans l'hypnose. Et puis le troisième aspect, bah, c'est la suggestion. Donc il n'y a pas d'hypnose sans suggestion, à tel point qu'il y a une partie des thérapeutes qui pensent que l'hypnose et la suggestion, c'est en fait simplement la même chose, et qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose dans l'hypnose que la suggestion. Et donc voilà, en gardant déjà à l'esprit ces trois aspects, donc relaxation, imagination et suggestion, ça donne déjà une idée de comment on peut définir ce qui se passe pendant une séance d'hypnose, que ce soit de l'hypnose à l'hôpital, de l'hypnose en thérapie ou en spectacle, peu importe. Alors après, on peut vraiment se demander si ce mot hypnose il est nécessaire. Est-ce que ça apporte encore vraiment quelque chose à part de la confusion? Bah, à ce stade-ci, moi, j'en suis pas très sûr. Je pense que si je pouvais m'en passer, j'abandonnerais ce terme. Et je pense qu'il est surtout gardé parce que bah, c'est identifié comme une pratique qui est populaire. Les gens savent ce que c'est, ils cherchent ça sur Google, s'ils cherchent une thérapie, etc. Donc pour les thérapeutes, ça serait un changement assez révolutionnaire de se débarrasser de ce mot qui définit vraiment leur pratique. Mais objectivement parlant, en fait, ce terme, on peut un peu l'oublier, il n'est pas vraiment nécessaire. Alors, dans une séance d'hypnose, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'induction. L'induction, ça veut dire quoi? C'est simplement cette phase pendant laquelle on va accompagner le sujet dans le fait de rentrer dans l'état d'hypnose ou l'état de relaxation ou l'état de méditation. Voilà. Un peu comme ce qu'on trouvera aussi dans la méditation, méditation bouddhiste ou méditation zen, où il y a une pratique qui consiste à se concentrer sur la respiration, à essayer d'atteindre une sorte de pleine conscience de ce qu'il y a autour de nous, de notre corps, du monde, etc. Voilà, ça c'est des formes d'induction. Et la spécificité de l'induction, c'est qu'en fait, il y a des milliers d'inductions différentes. Et quand on est en formation par rapport à l'hypnose, en fait, on apprend à adapter ces inductions à la personne qu'on a en face de nous. Ce qui est un peu différent entre l'hypnose et puis des pratiques comme la méditation, ou la sophrologie, ou la relaxation, c'est que dans toutes ces autres pratiques, souvent il y a une ou plusieurs démarches bien définies, et tout le monde passe par ce même procédé pour rentrer dans l'état de méditation, relaxation. Ici, avec l'hypnose, c'est pas vraiment ça. Donc, les hypnothérapeutes étudient vraiment la gamme la plus large possible de manière d'aider les personnes à rentrer dans cet état. Et donc, c'est aussi quelque chose qui évolue un peu avec la culture, avec les époques. Il y a 150 ans, vous aviez pas mal d'hypnothérapeutes qui utilisaient des pendules, hein, qui disaient aux gens, fixez mon pendule qui tourne et vous allez rentrer dans un état d'hypnose. Ou d'autres pratiques un peu magiques comme ça, ou un peu spectacle. Mais voilà, on peut aussi simplement demander à une personne de fixer une flamme de bougie pendant qu'on lui parle.
On peut demander à quelqu'un de se fixer sur sa respiration, sur les sensations qu'il y a au niveau du corps, le fait de prendre conscience progressivement des sensations, d'étendre les muscles. Ça, c'est ce que fait la relaxation assez classique. Et on peut inventer encore toute une série d'autres inductions plus compliquées, plus indirectes, qui utilisent plus des méthodes de communication ou de langage pour influencer les gens. Bon, ça, je ne vais pas vous donner des exemples ici parce que ça prendrait un peu trop de temps. Et donc voilà, sachez que le but de l'induction pour un hypnothérapeute, c'est d'adapter cette méthode à la personne et aussi à sa vision du monde, à ses croyances. Donc si vous avez quelqu'un qui vient en disant voilà, moi je ne crois pas à l'hypnose, je ne crois pas que je peux être hypnotisé, eh bien, on ne va pas faire la même induction qu'avec quelqu'un qui a l'air déjà hyper convaincu que c'est un truc extraordinaire. Là aussi, si on a des personnes qui ont une vision du monde très basée sur, je sais pas moi, sur l'ésotérisme, sur l'énergie, sur les vies antérieures, quelque chose comme ça, mais on va aussi adapter notre induction pour que ça lui parle un minimum, quoi. Donc, ça, en fin de compte, c'est juste adapter la communication pour que ça parle à la personne. Voilà, et inversement, si on a un sceptique qui ne croit pas trop, ben, on va utiliser d'autres méthodes. On va par exemple lui dire qu'il n'a pas besoin d'essayer de se relaxer, qu'il n'a pas besoin d'essayer de croire que ça fonctionne ou que c'est vrai, qu'il peut juste essayer de faire ce qu'on lui dit et puis voir ce que ça donne. Voilà, enfin, il y a une série de techniques de langage qui permettent un peu de manipuler entre guillemets les gens euh, pour les amener à faire cette induction. Alors, dans ces inductions, ben, il y a souvent une focalisation qui est présente. Donc, la focalisation, c'est le fait de concentrer notre attention sur quelque chose qui peut être quelque chose de très restreint. Par exemple, la sensation que vous avez dans les muscles de vos pieds. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est plus large, la pièce autour de vous, le bruit des gens qui respirent, l'air ambiant. Voilà, tout ça dépend de ce qu'on veut en faire et du type de pratique qu'on est en train de mettre en œuvre. Alors, comme je ne vais pas avoir le temps de faire une démonstration d'hypnose ici, je vais vous montrer un court extrait des cabinets publics de Kevin Finel. Donc, Kevin Finel, c'est le directeur d'un centre en France qui s'appelle l'Arche, qui est un centre de formation, et qui a le grand mérite de publier gratuitement sur Internet toute une série de vidéos qu'il filme pendant ses formations. Voilà. Des vidéos dans lesquelles il montre toute une série d'exercices d'hypnose de différents types qui sont utilisés pour les stagiaires, pour la formation, et qui sont commentés. Et je vais vous montrer un court extrait qui dure juste 4 minutes, et qui vous montrera un peu comment ça se passe cette induction, et aussi comment se passe le reste de la séance, parce que même si le contenu du reste de la séance va être différent, la forme, ça ne va pas changer. Donc quand vous avez vu comment ça se passe l'induction, ben vous aurez cette forme en tête et la forme, elle va rester valable dans tout le reste des séances. Ok, ce que je te propose, première proposition, ça va être de te centrer complètement sur l'intérieur de toi, sur ton corps d'abord. Et j'aimerais pour ça que tu te concentres sur ta respiration, sur la position du corps, une main en contact de l'autre main, les paupières qui tremblent légèrement, la température du corps. Et même que tu imagines plonger encore plus loin à l'intérieur de toi pour aller au cœur de tes pensées, de tes réflexions, de tes sensations. On parle souvent d'entrer en soi, on parle souvent de plonger dans ses pensées. Il y a même des gens qui disent parfois qu'ils sont perdus dans leurs pensées, qu'ils sont comme absorbés à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur imagination, dans leurs souvenirs, dans leurs réflexions. J'aimerais que tu te concentres sur toutes les sensations qui sont liées à ça. Maintenant, tu vas garder les yeux fermés, je vais te demander de faire presque l'inverse. Tu vas te concentrer sur l'espace autour de toi. Les perceptions auditives, les gens dans la pièce. Comme si tu pouvais englober avec ta pensée, ton écoute, ta présence, toute cette pièce. Percevoir la luminosité derrière les paupières closes. Être particulièrement attentif à ta voix mentale et essayer de te rappeler même des choses que tu as vues avant de fermer les yeux. Presque ressentir chaque personne dans la pièce. Toutes les présences qui sont là. Comme englober avec ta pensée. Avec ton imagination. Être hyper attentif à tout ce qui est présent, même les sons très lointains.
une hyper-présence à l'instant, à l'espace dans lequel tu es, à tout ce qui vit autour de toi, à tout ce qui existe autour de toi. Ok, pour l'instant, on va faire juste une petite pause. Je vais proposer de prendre une bonne inspiration comme ça. Ok, lequel des deux chemins t'as préféré? Le deuxième. Le deuxième? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, ce deuxième chemin? Ça m'a retiré une sensation un peu angoissante. D'accord, ok, super. Tu vois, rien que ça, c'est très intéressant. J'en parle 2 secondes. Il y a plein de façons d'entrer sous hypnose. Il y en a plein. C'est comme si on disait... c'est étonnant, ça passe. Je lisais cet article tout à l'heure sur ce type qui ne s'est pas réveillé et tout ça, puis il y avait un expert, je ne sais pas très bien s'il connaît bien l'hypnose pour le coup, mais il disait oui, il y a des échelles pour mesurer la progression des gens dans l'état d'hypnose. Mais en fait, c'est très illusoire ça, parce que tout le monde ne rentre pas dans la même direction dans l'état d'hypnose. Plein d'états différents, ça serait comme dire, il y a une forme de méditation. Dire, ben non, il y en a plein. Il y en a qui sont centrés sur l'externe, il y en a qui sont centrés sur l'interne. Il y a des méditations actives, des méditations passives, il y a des méditations qui suscitent l'imagination, il y a des méditations qui suscitent l'arrêt des pensées. Ce n'est pas du tout les mêmes directions mentales. C'est pareil pour l'hypnose, et peut-être même en plus qu'il y a des chevauchements entre méditation, hypnose et tout ça. Mais ce qu'on remarque, c'est que tout le monde n'est pas sensible à la même hypnose. Voilà. Donc ça vous donne un exemple d'induction. Merci Kevin Finel. Et comme vous avez vu, on peut donc faire ça de différentes manières. Et il y en a vraiment plein d'autres qui peuvent être des plus sérieuses aux plus farfelues. Voilà. Si vous allez voir un thérapeute qui fait de l'hypnose et qui est un type qui est certain qu'il faut régresser dans les vies antérieures et vous rappeler de votre vie au Moyen-Âge pour comprendre pourquoi vous êtes dépressif aujourd'hui, bah vous avez des gens qui vont faire des inductions beaucoup plus farfelues, qui vont essayer de vous amener dans une sorte de conscience collective. Vous pouvez retrouver des souvenirs enfouis ou d'autres trucs encore pires que je ne vais pas citer. Et voilà, donc ça dépend beaucoup du thérapeute et ça peut être fait aussi d'une manière très neutre, sans chichi, sans truc un peu dramatique, voilà, de manière très basique. Tout dépend de ce qu'on veut en faire, tout dépend aussi de la personne qui travaille et des objectifs. Voilà, alors après cette induction, donc une fois que la personne est rentrée dans un état de relaxation ou dans l'état d'hypnose, eh bien, on va avoir le gros de la séance. Et dans cette partie, on va trouver ce qu'on pourrait appeler le contenu thérapeutique. Hein, si on parle en tout cas d'hypnose en thérapie ou l'hypnose à l'hôpital pour la douleur. Et donc là-dedans, on va trouver toute une série de choses. Ça se déroule souvent un peu comme quelqu'un qui raconte une histoire, mais une histoire qui serait beaucoup plus active, c'est-à-dire qui demanderait au sujet à certains moments d'imaginer des situations, de réfléchir à quelque chose, de penser au futur, au passé. Voilà, c'est pas juste écouter passivement, c'est pas un type qui fait un discours qu'on écoute. Il y a vraiment un côté actif. Le but, c'est d'amener la personne quand même à ce qu'il se passe quelque chose de manière interne. Et donc pour ça, on va effectivement utiliser beaucoup l'imagination. Voilà, un exemple très simple, si on travaille sur un traitement de phobie, il y aura une étape où par exemple on va faire imaginer au sujet qui peut se confronter à sa phobie, mais on va d'abord le faire via l'hypnose, en imagination, avant de le faire se confronter en direct, en réalité, à sa phobie. Voilà, c'est un peu moins angoissant pour quelqu'un qui a une phobie de l'ascenseur, d'imaginer qu'il rentre dans l'ascenseur, qu'il fait des trucs dans l'ascenseur, plutôt que d'aller vraiment physiquement dans l'ascenseur. Donc ça permet de faire des étapes. Et avec ces mises en situation, on peut préparer aussi à quoi les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont se rappeler dans certaines situations. Voilà, on peut faire plein de choses avec l'imagination. Et c'est un peu amplifié par l'hypnose, parce que le fait d'être dans un état de relaxation, où vous oubliez un peu tout ce qu'il y a autour et vous êtes concentré vraiment sur l'exercice, ben ça vous permet de vous plonger un peu plus dans la scène qu'on est en train de travailler, simplement. Donc de nouveau, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est simplement quelque chose dont on est tous capables et qu'on n'a pas trop l'habitude de pratiquer, pour une partie d'entre nous, parce qu'il y a des gens qui pratiquent ça quand même. Alors pendant cette partie thérapeutique, on va aussi trouver énormément de suggestions. Comme je vous disais, il y a des gens qui pensent que c'est vraiment le cœur de l'hypnose, la suggestion.
Donc ces suggestions, elles peuvent être plus ou moins directes ou indirectes. Ça peut être des conseils, ça peut être des associations d'idées, ça peut être des métaphores, des images, des histoires, des anecdotes. Voilà, de nouveau, on va adapter ça à la personne qu'on a en face de nous, aux objectifs. Le but, c'est de, quelque part, d'être efficace et de produire un effet sur la personne, de l'amener à considérer d'autres points de vue, par exemple. Et donc, pour ça, on utilise le langage pour être persuasif. Donc, l'hypnose, c'est vraiment un usage du langage avant tout, comme on peut aussi l'apprendre dans d'autres pratiques plus ou moins développées ou plus ou moins respectables. Bon, le type qui fait du porte-à-porte pour vendre un aspirateur, il apprend aussi certaines techniques de langage. Voilà, c'est le même principe, même si l'usage est quand même un peu différent, évidemment. Et donc, dans ce contenu thérapeutique, on va aussi parfois trouver certaines invitations à réfléchir, à penser à une situation, à prendre du recul par rapport à une situation. Et on a toute une série de variations pour ça qu'on peut utiliser. Pour donner un bref exemple, dans le traitement de stress post-traumatique, par exemple, on va amener les gens à revivre de manière sécurisante les souvenirs qui sont traumatiques pour eux, qui reviennent en boucle dans leur mémoire. Et pour ça, donc, c'est une sorte de mise en situation, mais on va mettre autour de ça un cadre qui permet à la personne d'y repenser, de repenser à une situation d'agression, par exemple, sans se sentir en danger ou sans se sentir à un niveau d'angoisse qui n'est pas gérable. Niveau d'angoisse qui peut revenir régulièrement dans sa vie quotidienne, ce qui fait qu'en général, il va éviter d'y penser plutôt que d'y penser. Voilà, donc il y a plein d'outils et plein d'autres variations comme ça, je ne peux pas tout développer, mais comme ça vous avez quelques idées. Donc c'est vraiment des outils qui utilisent l'imagination pour vraiment amener la personne à changer de point de vue, à considérer d'autres choses, à trouver de la motivation, à trouver des raisons de se faire confiance à elle-même par rapport à des changements. Voilà, en gros, tous des objectifs qu'on travaille aussi en thérapie, sans hypnose évidemment. Ce n'est pas des objectifs de nouveau spécifiques. L'hypnose vient donner un autre angle d'attaque ou un autre angle d'approche pour travailler ce qu'on travaille déjà en thérapie. Ça, c'est l'objectif en tout cas. Après ça, donc, il y a une courte partie qu'on va appeler la fin de séance. Elle n'a pas vraiment de titre officiel ou officieux. Donc souvent en fin de séance, on va dire à un moment à la personne, voilà, maintenant ça va être la fin de séance, vous pouvez remettre un peu d'énergie dans votre corps, bouger un petit peu votre corps quand vous êtes prêt, et puis quand vous le sentez, ouvrez les yeux. Voilà, c'est simplement une manière de dire que c'est la fin, quoi. Voilà. Mais c'est plus une question de facilité, parce qu'en fait, quand vous êtes dans l'hypnose, à moins qu'on vous influence pour que ça ne soit pas le cas, en fait, on peut, si on veut, ouvrir les yeux ou mettre fin à la séance soi-même. Donc l'hypnose, ça ne donne pas un pouvoir sur les gens et ça ne met pas les gens dans un état dans lequel ils seraient coincés ou dans lequel ils ne pourraient pas sortir par eux-mêmes, en fait. Voilà. Maintenant, ça amène quand même certaines sensations. Beaucoup de personnes qui ne sentent plus leur corps, par exemple, ou qui sentent leur corps devenir très lourd, qui ont l'impression qu'ils ne savent plus soulever leurs mains ou leurs paupières. Voilà, mais ce n'est pas c'est pas des impossibilités non plus, quoi. Et c'est lié simplement à l'état de relaxation. Et vous pouvez ressentir ça aussi si vous faites de la méditation, ou du tai chi, ou de la sophrologie, méditation pleine conscience, par exemple. Alors, donc, je vais essayer de vous présenter brièvement les trois principaux usages de l'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle, il y a l'hypnothérapie et l'hypnosédation, donc il y a l'usage de la douleur pendant les opérations, enfin l'usage de l'hypnose pour gérer la douleur dans les opérations. Alors, on va commencer par l'hypnose de spectacle, parce que c'est probablement ce que vous avez vu le plus facilement, ou en tout cas que la plupart d'entre vous ont déjà vu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose de spectacle, c'est une hypnose qui est très minimaliste. En fait, il y a très peu d'hypnose dans les spectacles d'hypnose. C'est aussi une pratique qui consiste d'abord à faire des tests au niveau du public, des tests que vous ne voyez pas forcément, parce que ce n'est pas ce qu'on montre à la télé. Et donc on va en général commencer ces spectacles en proposant des petits tests au public, qui sont des petits tests très simples. Par exemple, on va leur dire, voilà, maintenant, si vous pouvez croiser vos mains et fermer vos mains comme ça, et puis vous allez sentir que ça devient de plus en plus collé, que c'est impossible de les défaire.
Ce genre de petits tests un peu à la con. Et après ça, vous regardez dans le public chez qui ça fonctionne. Et là, vous avez un superbe test qui permet de sélectionner les sujets qui sont de bons sujets pour l'hypnose, qui sont des sujets qui ont une bonne suggestibilité, en fait, pour employer le terme qu'on utilise dans les recherches. Voilà, donc il y a des personnes qui sont en fait plus capables de se laisser porter, de lâcher prise. Donc en soi, c'est potentiellement une qualité, c'est pas en soi un défaut ou le fait que ce sont des gens qui sont plus faibles ou plus influençables par n'importe qui ou dans n'importe quel contexte. C'est une capacité vraiment à laisser aller, à se laisser guider en fait. Et donc quand vous prenez ces bons sujets, déjà, évidemment, si on est un spectacle d'hypnose, la plupart des sujets sont venus parce qu'ils avaient envie de voir un truc extraordinaire et sont en général assez motivés pour participer. C'est pas une bande de sceptiques qui vient en se disant « c'est quoi cette arnaque ?» Et donc vous pouvez partir du principe que les personnes que vous faites monter sur scène, ça va être des bons participants. Et donc à ce moment-là, avec ces bons sujets, on va souvent commencer, en tout cas c'est ce qu'on voit souvent dans les spectacles de Mesmer, qui est fort populaire aujourd'hui, on va commencer par des petits tests, des petites démonstrations qui sont assez simples, mais qui sont censées démontrer un peu au public et puis aussi aux participants qui sont sur scène le pouvoir de l'hypnose. Souvent, ces petits tests, en fait, ce sont des tests qui démontrent en fait pas grand-chose, mais qui sont basés sur des effets soit psychologiques, soit physiologiques ou anatomiques, qui ne sont pas très connus par la majorité des gens. Et donc, en fait, on vous donne l'impression qu'il se passe quelque chose d'un peu extraordinaire grâce à l'hypnose, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui peut se passer en fait sans hypnose. Hein, vous avez déjà vu certainement ces démonstrations où on dit aux personnes qui vont devenir toutes rigides et où on les met sur un tréteau, puis après on peut s'asseoir dessus ou se mettre debout dessus. Et on vous dit, voilà, c'est le pouvoir de l'hypnose, c'est extraordinaire. En fait, on peut très bien faire ça sans hypnose, il suffit de savoir comment positionner les gens sur un tréteau. Il y a une partie du corps qui doit toucher le tréteau, et en soi, c'est un truc tout à fait banal. Un autre exemple de ça, qui n'est pas tellement utilisé dans l'hypnose, mais qui était très à la mode dans les entreprises à une époque, j'imagine que ça se fait encore parfois, c'était ce fameux exemple des charbons ardents. Donc vous faites un parterre de charbon ardent, et voilà, vous démontrez qu'avec le pouvoir de la persuasion ou de votre conviction ou de l'hypnose ou je ne sais pas quoi, en fait c'est extraordinaire parce que vous arrivez à marcher à pieds nus, à traverser l'avenue de champs ardents sans vous brûler. Voilà, c'est assez impressionnant, simplement quand on ne sait pas comment ça marche. Et là en fait c'est le même principe, c'est-à-dire que quand on a la bonne méthode, on peut marcher à pieds nus sur des charbons ardents, les chardons ça va être un peu dur, sur des charbons ardents, et c'est pas très dangereux, c'est pas très difficile, il suffit d'avoir la bonne méthode. Tant qu'il n'y a pas un bout de chardon qui reste coincé entre deux orteils, ou que vous ne vous arrêtez pas sans bouger sur un des charbons ardents, en fait c'est pas dangereux, ça n'amène pas de brûlure, pour des raisons physiques assez simples de conductivité de la chaleur. Voilà, maintenant c'est très impressionnant et ça permet de convaincre les gens, et après ils sont plus réceptifs à tout ce que vous allez dire, y compris pas mal de bêtises que vous pourriez redire après. Voilà, alors donc ça c'est pour les démonstrations qu'on va faire. Alors après, au plus, une fois qu'on a un peu convaincu les gens, on va faire des démonstrations qui vont devenir plus impressionnantes. Et on va demander aux personnes, on va leur dire, voilà, maintenant je vais vous toucher le front, puis vous allez tomber endormi, ou vous allez, je sais pas, commencer à penser que vous êtes quelqu'un d'autre, et donc agir d'une autre manière, ou même vous allez penser que vous êtes un chien, et puis marcher à quatre pattes et puis aboyer sur la scène, si on veut vraiment aller dans le ridicule, et voilà. Et voilà, donc ça paraît assez impressionnant de l'extérieur, notamment quand on voit les gens qui ont l'air de s'endormir. Et voilà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces spectacles, en fait, c'est la même chose qu'un spectacle de magie ou de mentalisme. C'est-à-dire que le but, c'est de vous en mettre plein les yeux, c'est pas de montrer un phénomène scientifique. Et parfois, on oublie ça avec les spectacles d'hypnose parce que les hypnotiseurs de spectacle font tout pour entretenir cette confusion, en fait. Donc évidemment, quand vous voyez un type qui coupe quelqu'un en deux dans une caisse et puis voilà, que la personne est encore vivante, c'est extraordinaire, mais maintenant vous savez que c'est pas vrai, quoi. Il n'y a pas grand monde, je pense, dans la salle qui se dit « Ah oui, il a vraiment été coupé en deux ». Enfin, j'espère en tout cas.
Et avec l'hypnose, c'est plus flou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues qu'il se passe vraiment quelque chose. Et quand les gens ont l'air d'être endormis, en fait, ce qui se passe, déjà, ils ne sont pas endormis pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où vous vous endormez, en fait, vous n'entendez plus les suggestions de quelqu'un qui parle, à moins qu'il commence à crier, mais voilà, vous n'entendez plus ce qu'on vous dit. Ça, c'est une des caractéristiques du sommeil. Et donc, voilà, si les personnes s'endormaient vraiment, quand l'hypnotiseur dit à un moment, voilà, maintenant, je vais compter jusqu'à 5, et puis à 5, vous pouvez vous réveiller, en fait, ça ne marcherait pas, les gens continueraient à dormir. Ça arrive d'ailleurs en thérapie, très rarement, si vous avez des personnes qui sont soit très fatiguées parce qu'ils ont des problèmes d'insomnie chronique, ou qui sont des personnes âgées qui s'endorment facilement. Si vous les couchez sur un divan et vous faites des séances très longues, ça peut arriver qu'à un moment ils s'endorment vraiment. C'est très emmerdant parce qu'après vous parlez, mais en fait il n'y a plus de réaction. Et donc après il faut un moment faire monsieur, monsieur, pour essayer qu'ils se réveillent un petit peu. Voilà, donc quand on est endormi, on n'entend plus les suggestions, tout simplement. Et donc, alors qu'est-ce qui fait que les gens ont l'air vraiment endormis ou qu'ils ont l'air vraiment de vivre quelque chose? Une des idées, c'est qu'on peut se dire qu'ils font semblant. Alors, il y a une partie des sujets qui font semblant ou partiellement semblant, mais ce n'est pas ça l'explication principale en fait. L'explication principale, c'est que quand vous avez des bons sujets sur scène, c'est un peu comme plonger quelqu'un dans un rôle quand il fait du théâtre. C'est-à-dire que quand vous faites du théâtre, vous pouvez vous plonger dans un rôle et ressentir des émotions qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas celles de ce que vous avez vécu. Parce que vous avez une capacité à vraiment vous plonger dans votre imagination, qui est celui de votre rôle, d'une personne qui a un vécu, qui a des idées, des émotions, et vraiment arriver à lâcher prise et à ressentir ces émotions, donc qui sont vraiment liées à l'imagination de nouveau. Eh bien, c'est la même chose avec l'hypnose. Donc les sujets qui viennent sur scène, en fait, ils sont motivés pour essayer de jouer au mieux possible le rôle que vous allez leur demander. Et donc ils vont se plonger dans ce rôle, et il y a certaines personnes qui sont plus douées que d'autres pour ça, et qui vont vraiment avoir l'impression de vivre une expérience qu'ils ne contrôlent pas, et qui vont le dire, et donc ils ne sont pas en train de mentir, ce n'est pas des faux sujets qu'on a payés à l'avance, même si c'est parfois ce qu'on pense, c'est pas ce que Mesmer fait, Mesmer ne paye pas de faux sujets. Et voilà, donc c'est vraiment cette capacité humaine qu'on a à se plonger dans une sorte de transe, comme pour employer le mot qu'on emploie parfois, qui permet de vivre quelque chose qui est plus conscient, qui se passe un peu tout seul. Voilà. Et là aussi, c'est quelque chose en fait qui vient pas de l'hypnose. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis le début de l'humanité, depuis le début qu'il y a des anthropologues, il n'y avait pas d'anthropologues au début de l'humanité, mais en tout cas depuis qu'il y a des comptes rendus de ce qu'on sait de ces époques, les sociétés traditionnelles utilisaient déjà les trans pour des rituels, parfois avec des drogues, mais pas toujours. Il y avait des rituels aussi sans drogue, ou simplement avec la musique, avec un chaman qui donnait certaines directives pour se connecter à l'esprit des ancêtres, par exemple. Eh bien, en fait, il faisait une séance d'hypnose. Donc, il amenait les gens à se plonger dans cette imagination qui était ici, je vais me connecter à l'esprit de mes ancêtres et ils vont parler à travers moi. Voilà. Et quand on arrive suffisamment à se connecter à cette imagination, on se plonge dans le rôle et on arrive à ressentir des choses comme si c'était vrai. En tout cas, partiellement comme si c'était vrai. Ce qui peut amener des émotions très fortes et des manifestations qui sont très impressionnantes vues de l'extérieur pour les gens qui ne sont pas dans le processus. On peut trouver ça aussi dans des pratiques religieuses, anciennes tout comme contemporaines. Voilà, au niveau protestantisme par exemple, ou catholique, vous avez des courants comme ça religieux, je pense aux courants pentecôtistes, qui font des réunions religieuses où ils vont s'adresser à Dieu. Mais donc là, il n'y a pas une personne qui guide, il n'y a pas de consigne, chacun fait ça tout seul dans son coin devant la croix ou devant un symbole religieux. Et ils vont se mettre à parler dans une langue inconnue, à se rouler par terre, à se mettre à pleurer, à se mettre à trembler, ou d'autres phénomènes. Et voilà, et là il n'y a personne en fait qui leur dit quoi que ce soit, donc ils ne sont pas hypnotisés, ils ne sont pas influencés, et voilà, ils font ça tout seuls comme des grands. Et c'est un peu le même principe, c'est juste qu'on a cette capacité de se mettre dans une sorte de transe, où on s'oublie soi-même. Voilà. Et ça paraît assez impressionnant, et un peu contre-intuitif, et c'est pas encore un phénomène qui est bien connu au niveau scientifique, on ne peut pas encore très bien expliquer comment ça marche en termes de détails. Voilà, et donc il y a un dernier élément qui est important aussi par rapport à ce qui se passe sur la scène, c'est que
les hypnotiseurs de spectacle vont utiliser toute une série de phénomènes psychosociaux qui vont amplifier leurs effets, qui vont vous convaincre et qui vont convaincre les personnes qui sont sur scène. Et ce sont des phénomènes d'influence sociale qu'on peut trouver dans d'autres domaines, hein, comme ce qu'on appelle la soumission librement consentie. À partir du moment où vous montez sur scène pour être le sujet d'une expérience et que vous voyez que les autres autour de vous, ils ont l'air de bien réagir, si vous ne ressentez rien, vous allez avoir une pression importante pour essayer de ne pas trop faire tâche et faire comme les autres. Voilà. On a tous cette pression, à des niveaux différents évidemment, mais comme j'ai dit au début, les gens qui sont là pour le spectacle, c'est déjà des gens qui sont bien orientés pour faire ce qu'on leur dit pendant le spectacle. Et d'ailleurs, quand Mesmer passe à la TV, il y a pas mal de cas où il essaye hors antenne d'hypnotiser certains intervenants, et ça ne fonctionne pas du tout, et donc ceux-là, on ne vous les montre pas évidemment, on vous montre les bons sujets de nouveau. Voilà, on va aussi utiliser la pression du groupe, hein. Ça c'est vraiment le fait que quand vous êtes devant une scène, il y a une pression sociale qui est importante, on est des animaux sociaux, et on est sensible au jugement des autres. Et donc, les autres, vous vous dites à ce moment-là, ils attendent qu'il y ait quelque chose qui se passe, ils attendent que ça fonctionne. Donc, si je reste là comme un con et je dis, non, en fait, ça marche pas, c'est un peu gênant. Il y a aussi une autre méthode qui s'appelle le pied dans la porte, hein. Je pique le terme qu'ils utilisent dans la vente, c'est un terme marketing qui consiste à ce que quand vous demandez des petites choses qui sont faciles à accepter, au plus les gens acceptent, au plus ils auront une prédisposition à accepter ce que vous leur demandez après qui est plus difficile. Voilà, ça fonctionne de nouveau très bien avec la majorité des gens. Et on utilise ça pendant l'hypnose de spectacle. On fait d'abord des petites choses faciles que tout le monde peut faire, même en se forçant un peu, et après on augmente le niveau. Il y a aussi des questions un peu de contact physique. Les hypnothérapeutes de spectacle vont souvent toucher les gens. Le contact physique, c'est aussi quelque chose qui produit des réactions. Surtout si vous avez les yeux fermés et puis vous avez la main de l'hypnothérapeute qui vient sur vous, ça induit quelque chose, quoi. C'est pas neutre. Ça peut amener une inquiétude, ça peut amener un encouragement, ça peut amener plein de choses. Et les hypnothérapeutes peuvent utiliser ce contact physique adéquatement pour influencer les gens. Et puis aussi un phénomène très important, qui est aussi peut-être un peu contre-intuitif, mais qui est bien présent, c'est que l'environnement est désinhibant. Alors en temps réel, en temps normal, si vous êtes avec des gens, vous êtes chez des amis à une soirée, puis il y a un type qui vous dit moi je vais te faire une suggestion, maintenant tu vas sentir comme si tu devenais un chien et tu vas te mettre à aboyer et à courir par terre dans le salon, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce fou, et il n'y a pas grand monde qui va faire ce qu'il propose. Par contre ici avec les séances d'hypnose, tout le monde est présent à ce spectacle en sachant que l'hypnose est censée vous faire quelque chose que vous ne contrôlez pas. Et c'est le mythe un peu qu'on entretient avec l'hypnose par ces spectacles. Et donc à partir du moment où on va vous faire quelque chose que vous ne contrôlez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes plus responsable de ce qui va se passer. Ça veut dire que si vous faites le chien par terre en aboyant, en fait après ça les gens ne vont pas venir vous demander mais qu'est-ce qui se passe, faut aller voir un psy, t'es malade, ou qu'est-ce que c'est que ces trucs, ils vont se dire ok, c'était l'effet du spectacle. Donc ça vous donne la possibilité de faire ce qu'on vous demande sans devoir l'assumer. Voilà. Et ça c'est un effet très puissant qu'on peut aussi trouver de nouveau dans d'autres contextes, notamment dans des contextes de violence. Si vous avez votre chef qui vous dit je t'ordonne en tant que soldat d'exécuter les gens ici pour ce qu'ils ont fait, c'est moi qui prends la responsabilité, toi ton rôle c'est d'exécuter les ordres, ça sera plus difficile pour la personne de résister parce qu'il y a une diffusion de la responsabilité qui est en partie prise par le responsable qui donne les ordres. Et donc on peut se déresponsabiliser en se disant écoute, je fais un truc mais en fait c'est pas ma responsabilité, donc je peux le faire, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'assumer. Voilà, et puis on en arrive petit à petit à un acte final qui est en général quelque chose d'assez impressionnant et qui va convaincre les gens que l'hypnose a un pouvoir extraordinaire et permet de faire des choses aux gens qui n'étaient pas prêts à faire à la base. Voilà, et donc comme je disais tout à l'heure, le seul phénomène qui est vraiment extraordinaire d'un niveau scientifique, c'est cette capacité qu'on a à se plonger dans un rôle d'une manière automatique avec un certain lâcher-prise. Ça c'est vraiment quelque chose au niveau psychologique
qu'on a encore du mal à comprendre. On a aussi du mal au niveau des neurosciences à comprendre vraiment quel est le trajet de cette action, par quoi ça passe, par quel processus cognitif, c'est pas encore clair. Voilà, évidemment, il y a plein d'infos, il y a des études là-dessus. Je ne pourrais pas détailler parce que ça devient très technique, mais c'est pas encore tout à fait compris. Voilà pour l'hypnose de spectacle. Alors, je vais vous parler un petit peu d'hypnothérapie maintenant, donc l'utilisation de l'hypnose en thérapie. Alors déjà, il faut savoir que l'hypnose, c'est par définition un outil, c'est pas une thérapie. Donc il n'y a personne qui fait de l'hypnose uniquement, ça n'existe pas. Tout le monde fait de l'hypnose dans le cadre d'une thérapie. Alors dans nos pays, en France, en Belgique, c'est souvent associé à la thérapie brève ou à la PNL, donc programmation neurolinguistique. Mais ça peut être aussi, même si c'est moins courant, associé à d'autres thérapies, comme la psychanalyse par exemple, ou des pratiques qui sont fort basées sur les régressions dans les vies antérieures par exemple. Si on va voir des thérapeutes qui sont tout à fait en dehors de la médecine, tout à fait en dehors de la psychologie, et qui ont une vision tout à fait alternative de la santé mentale, avec tous les problèmes ou les critiques qu'on peut avoir par rapport à ça. Voilà, donc en fonction de l'approche de référence du thérapeute, eh bien, on va utiliser ces outils d'une manière qui est très différente d'une personne à l'autre. Voilà, donc cet outil va être utilisé en fonction des principes du courant. Et donc si en thérapie cognitive et comportementale, par exemple, on a pour but de faire des confrontations progressives lors d'une phobie, pour aider les gens à se reconfronter à leur peur, eh bien en psychanalyse, l'idée ça va être de faire des associations libres, donc d'aider la personne à repenser au passé, à ce que ça lui a amené comme émotion, à pourquoi est-ce que ce passé est important, et à l'aider à penser, à associer d'une idée à une autre en fait. Ok, je pense ça, mais pourquoi je pense ça? Et puis je pense ceci, mais d'où ça vient, etc. Et le psychanalyste va accélérer ça avec l'hypnose. Voilà, donc ça c'est quelques exemples qui montrent que ça varie vraiment d'une pratique à l'autre. Et ça amène à un problème important qui est que quand on veut étudier les résultats de l'hypnose, c'est très difficile parce que si vous prenez 30 thérapeutes, 30 hypnothérapeutes comme ça au hasard, vous allez avoir des gens qui font des trucs tout à fait différents. Donc en termes de comparaison, ça ne va pas être très pertinent. Donc ça impose d'avoir déjà pour le chercheur une bonne connaissance de qu'est-ce que l'hypnose et de choisir un échantillon de sujets un échantillon de thérapeutes qui va pratiquer une hypnose qui suit les mêmes principes dans le même cadre de référence. Sinon, on ne pourra pas vraiment faire de comparaison. Voilà, donc un autre exemple d'hypnose liée à la thérapie cognitive, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire avec le traitement du stress post-traumatique, où on va amener la personne à revivre son trauma de manière sécurisante pour le retravailler petit à petit. Voilà, ça c'est une utilisation de l'hypnose qui est typiquement cognitiviste et qu'on ne trouvera jamais chez un hypnothérapeute, psychanalyste ou autre. Donc voilà, donc ces problèmes de conception en termes des études, ça amène que c'est une pratique qui est assez peu étudiée, même si c'est une pratique qui est très ancienne. Toutes les thérapies contemporaines sont apparues bien plus tard que l'hypnose et que l'hypnothérapie. Et il y a aussi un autre problème qui est général à la psychologie, c'est qu'il y a très peu de budget pour financer des études, pour étudier les résultats des psychothérapies. Et donc voilà, ça c'est un problème transversal. C'est valable pour l'hypnose, mais c'est aussi valable pour d'autres pratiques. La thérapie cognitive est assez bien étudiée parce qu'elle est fort insérée dans les universités, pareil pour la psychanalyse. Mais les autres thérapies, en général, souvent on a quelques études de faible qualité et ça rend très difficile le fait de tirer des conclusions fiables. C'est pareil pour l'hypnose. Il y a certains usages qui sont bien étudiés, mais il y a beaucoup d'autres usages où on aurait besoin de beaucoup plus d'études fiables pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas. Alors justement, pour parler de l'efficacité, donc en faisant un peu autour de la littérature des 20 dernières années, voilà quelques infos qu'on peut en tirer très brièvement. C'est que y a des études qui montrent que l'hypnose est utile pour la gestion du stress, tout simplement parce que c'est une méthode qui permet d'apprendre à faire de la relaxation, de la méditation à la maison assez facilement.
parce que c'est une méthode purement, c'est un outil purement technique qui n'est pas associé à des principes religieux ou philosophiques qu'on va aussi devoir apprendre si on fait par exemple de la méditation zen ou d'autres pratiques de ce style-là, qui prennent plus de temps donc à apprendre, qui sont souvent des pratiques de groupe et qui peuvent être plus difficiles à mettre en pratique seul à la maison, ce qui n'est pas le cas de l'hypnose. Voilà, un autre avantage de l'hypnose en termes de gestion du stress, c'est que c'est un outil qui utilise beaucoup l'imagination, alors que beaucoup d'autres méthodes sont centrées sur les sensations et sur le corps. Donc on va dire aux personnes, si on fait de la relaxation basique ou une certaine forme de méditation, on va leur dire, voilà, concentrez-vous sur votre respiration, sur la tension des muscles, ne pensez à rien ou essayez de ne pas vous accrocher aux pensées qui passent, essayez de faire le vide, voilà, ça c'est ce qu'on va dire. Et bah, ça fonctionne bien avec certaines personnes. Mais par contre, si vous prenez toutes des personnes qui ont tendance à avoir des idées négatives, parce qu'il y a des problèmes de dépression ou de troubles anxieux, ce sont des gens qui vont systématiquement être parasités par ces idées quand ils essayent de se concentrer ou de se détendre. Et donc, ça va rendre très difficile le fait de se concentrer sur leur respiration, parce qu'ils vont avoir leur cerveau qui continue à tourner qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je n'ai pas fait avant, voilà. Avec l'hypnose, c'est un peu différent, puisqu'on va vraiment aider les personnes, au lieu de les aider à ne pas penser, ce qui est très difficile, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, on va plutôt les amener à utiliser activement leur imagination pour les aider à se relaxer. Voilà, donc par exemple, on va leur proposer, avant la séance, de nous décrire un endroit dans lequel ils se sentent particulièrement bien, détendus, en sécurité, qui peut être un endroit où ils ont été en vacances par exemple. Et on va les aider à imaginer cet endroit, imaginer les détails, les sensations comme s'ils y étaient. Hein, par exemple, la plage, ben, ça peut être imaginé toucher le sable chaud, marcher avec les pieds dans l'eau, sentir les rayons du soleil, entendre le bruit des oiseaux. Voilà, en gros, amener les gens à se focaliser sur les sensations et sur les images, ce qui est un exercice en fait assez difficile, cognitivement parlant, ça demande une grosse concentration. Et donc ça permet de focaliser votre cerveau et votre attention sur cet exercice. Et donc il est beaucoup moins disponible après pour penser à ce qui vous angoisse. Ce qui rend la pratique plus facile donc pour apprendre à faire de la gestion du stress à la maison. Alors une autre chose qui est utile, c'est pas de mettre à jour la protection antivirus, c'est aussi au niveau du traitement du stress post-traumatique. Le traitement du stress post-traumatique, en fait, les concepts de ce traitement, ça a été pensé par Pierre Janet, qui était un psychologue qui a vécu bien avant l'existence des thérapies cognitives, voilà, plutôt à l'époque de la psychanalyse, et qui a conceptualisé ces quelques principes de base qui sont donc de revivre les traumatismes d'une manière sécurisante, en repensant aux émotions, en changeant certains aspects du souvenir, en retriturant un peu tout ça, jusqu'à ce que votre cerveau puisse intégrer les choses correctement et évacuer les émotions qui sont liées aux souvenirs qui restent en mémoire. Et en fait, aujourd'hui, toutes les thérapies qui sont validées scientifiquement pour travailler sur les traumas, comme le MDR et la thérapie cognitive, utilisent ces principes que Pierre Janet avait théorisés quand il faisait de l'hypnose. Voilà, maintenant, depuis évidemment, il y a quand même certaines évolutions, puisque la TCC comme le MDR, ils ont créé des protocoles qui sont maintenant beaucoup plus précis, beaucoup plus fiables pour traiter ce stress post-traumatique, pour traverser différentes étapes, tandis que les hypnothérapeutes à l'époque, ils avaient le principe de base, et puis pour le reste, c'était débrouille-toi, on invente une séance sur mesure avec la personne qu'on a en face de nous, et donc ça faisait que c'était un peu une sorte d'art aussi, où le thérapeute devait arriver à inventer un truc comme ça sur le moment, c'était pas forcément le plus optimal. Donc ça a quand même évolué depuis, évidemment. Voilà, alors il y a encore un élément important pour l'hypnothérapie, c'est que pour tous les autres problèmes que je n'ai pas cités en psychologie, le traitement de la dépression par exemple, qui est un des problèmes les plus courants, il n'y a pas vraiment de preuve d'efficacité pour l'hypnose. Pour certains problèmes, il y a des études qui donnent des résultats négatifs. Pour d'autres problèmes, il n'y a simplement pas vraiment d'études, ou alors des études d'une qualité tellement mauvaise au niveau scientifique qu'on ne peut pas en tirer grand-chose. Et en tout cas, ça demande encore beaucoup d'études pour pouvoir dire un peu dans quoi l'hypnose est utile ou pas. Donc on a quelques débuts d'efficacité pour certaines choses,
au niveau de l'hypnothérapie, mais ça reste encore pas très clair. Il y a un domaine dans lequel c'est un peu plus développé en hypnothérapie, c'est ce qu'on appelle l'hypnose cognitive, ou cognitive hypnosis en anglais. C'est un courant qui est peu présent chez nous, mais qui est en développement en Amérique, et qui consiste simplement à combiner l'hypnose avec la thérapie cognitive, qui est donc une thérapie qui est très bien validée scientifiquement aujourd'hui, qui est efficace pour la grande majorité des troubles. Et le principe, c'était de combiner l'hypnose pour amplifier certains effets de la TCC. Voilà. Et donc là, il y a quand même quelques dizaines d'études depuis 10-15 ans qui ont globalement montré des résultats positifs. Et donc ça, c'est une piste pour le futur. Peut-être qu'on pourra dans le futur valider sérieusement le fait que l'hypnose permet quand même d'améliorer certaines démarches qui sont déjà validées, notamment les TCC. Mais voilà, il y a pas mal d'évidences positives, mais ça demande quand même encore plus de validation et des études un peu plus développées avec des plus gros échantillons, des reproductions, etc. Alors, l'hypnosédation, donc ça c'est notre troisième usage de l'hypnose. Et c'est l'usage qui fait un peu exception en termes de validation scientifique, puisque c'est un usage qui est très bien validé scientifiquement aujourd'hui, même s'il n'a pas encore été adopté ou accepté un peu partout. Ça dépend un peu des pays, ça dépend un peu des pays. L'hypnosédation, ça consiste simplement à combiner l'hypnose à un analgésique local et un anxiolytique lors des opérations à l'hôpital. Donc en fait, ça sert à diminuer la douleur et à diminuer l'anxiété, ce qui peut dans certains cas permettre de remplacer des opérations avec anesthésie générale par des opérations avec anesthésie locale, ou d'améliorer les anesthésies locales parce qu'on peut utiliser beaucoup moins d'anesthésiants et d'anxiolytiques. Donc ça, c'est assez intéressant, et donc ça, c'est vraiment un usage qui est rentré dans la médecine classique. C'est plus vraiment une médecine alternative, ça a été bien validé. En Belgique, il y a maintenant la plupart des hôpitaux universitaires qui travaillent avec cette méthode. Certains l'utilisent de temps en temps, pas très fréquemment. D'autres l'utilisent tous les jours. Donc on a l'hôpital universitaire de Liège qui en 2005 avait déclaré avoir opéré 5000 patients avec la méthode. Il continue tous les jours aujourd'hui, donc je n'ai pas les chiffres, mais je pense que depuis le chiffre a augmenté pas mal. Et donc cette pratique a été essentiellement relancée au goût du jour par quelqu'un qui s'appelle Fémonville, qui était médecin anesthésiste, et qui a été un peu recherché des usages de l'hypnose qu'il y avait au 19e siècle, quand il n'y avait pas encore les possibilités d'anesthésie comme on a maintenant. Il y avait certaines personnes, certains chirurgiens qui utilisaient l'hypnose pour diminuer la douleur. Et donc elle a été en fait retester ces méthodes et elle s'est rendue compte que ça fonctionnait assez bien. Et donc petit à petit, elle a obtenu des autorisations au niveau des universités, des hôpitaux, pour pouvoir faire des études de grande ampleur. Et donc depuis, il y en a eu pas mal qui ont été publiées dans des revues internationales, qui sont des études solides pour la plupart, qui sont maintenant quand même bien validées, qui ont été reproduites pour certaines. Et donc je vais vous donner les résultats d'une des premières études qu'elle avait sorties, qui est une étude assez simple, donc ça permet de bien illustrer notre propos ici. Voilà, donc c'est une étude avec des échelles de 1 à 10 qui compare donc la sédation classique, donc simplement anxiolytique, anesthésiant local, donc ici c'est pour une anesthésie locale, et on compare ça avec la sédation avec l'hypnose. Donc un petit détail, c'est que l'hypnose n'est jamais utilisée seule dans une anesthésie, sauf de manière très expérimentale. On combine toujours anesthésie avec anxiolytique et anesthésiant. Et ça, c'est un détail hyper important qui est souvent oublié par les journalistes ou négligé plus qu'oublié par les thérapeutes ou les gens qui essaient de propager la popularité de l'hypnose. Alors donc le principe c'était très simple, donc on avait donc ce groupe témoin avec anxiolytique, analgésique classique, et puis un groupe qui utilisait l'hypnose. Donc il y a pas mal d'études qui utilisent des processus qui ont été développés, qui sont des pompes d'injection. C'est-à-dire que vous pouvez donner une dose de base d'antidouleur à votre patient, et puis vous pouvez lui dire, voilà, il y a une pompe à morphine, bah, si vous avez trop mal, vous poussez sur la pompe, quoi. Ouais, ça lui injecte une dose de morphine qui fait effet
quasiment instantanément. Et on peut faire la même chose avec le midazolam, donc l'anxiolytique, qui est injecté en intraveineuse. Et donc ce qu'on a observé, c'est que donc elle a mesuré par enquête l'anxiété, la douleur, la dose d'anxiolytique utilisée, la dose d'antidouleur utilisée, la satisfaction des patients et aussi les nausées et les vomissements post-opératoires, qui sont quelque chose d'important parce que ça détermine à partir de quand le patient peut libérer la chambre, repartir chez lui, et donc à partir de quand on peut amener quelqu'un d'autre dans cette chambre. Ce qui est assez important pour les hôpitaux, parce qu'ils ont un roulement qui doit être très bien, très scientifique et très bien déterminé pour pouvoir s'organiser. Alors, en termes d'anxiété, donc il y avait une réduction de l'anxiété qui était quand même marquée. Donc on passe de 7 à 5,5 sur 10. Je répète que c'est toujours sous-anxiolytique, hein, donc c'est une réduction de l'anxiété en plus de l'anxiolytique. Au niveau de la douleur, là on a une réduction qui était plus importante, puisqu'on passe de 4,9 à 1,3, ce qui est quand même assez important. En termes de dose d'anxiolytique, voilà, on a à peu près un tiers de la dose qui a été utilisée pour les patients avec l'hypnose. En termes d'antidouleur, on a réduit d'un tiers à peu près la dose utilisée. Au niveau de la satisfaction des patients, on a une satisfaction des patients qui est quasi totale après les opérations, donc proche du 100%, pour 73% pour les opérations classiques. Et en termes de nausées et de vomissements post-opératoires, on passe de 26% à 2%. Donc en gros, il y a eu peu de nausées et de vomissements post-opératoires. Voilà, donc là, cette première étude, on a des résultats assez impressionnants. Je vais quand même préciser, donc il y a eu pas mal d'études qui ont réévalué ces mêmes paramètres. En général, les résultats dans les études plus développées ou plus modernes sont un peu moins impressionnants, hein. Ça arrive souvent quand un chercheur fait une étude sur sa propre pratique, il essaie de promouvoir à un niveau très local. Bon, on a plus facilement des biais qui rentrent en jeu, qui peuvent un peu gonfler les résultats. Donc je pense que les résultats réels ils sont un peu plus faibles que ce qui est indiqué ici. Mais malgré tout, ils sont globalement validés et ils sont maintenus. Voilà, alors il y a d'autres différences qui ont pu être observées par les chercheurs. Donc en termes de fréquence cardiaque, de tension artérielle et de fréquence respiratoire, ça augmente beaucoup moins quand on utilise l'hypnose. C'est évidemment lié essentiellement au stress. C'est une alternative aussi intéressante pour les patients phobiques ou très fragiles, puisque vous savez que les anesthésies, c'est pas sans risque, surtout l'anesthésie générale. Et donc parfois, si on peut réduire les doses, donc les effets, la profondeur ou la durée de l'anesthésie, bah, c'est toujours ça de gagner. Et il y a aussi des patients qui sont phobiques des anesthésies, qui ne veulent absolument pas qu'on leur fasse certains types d'anesthésie, donc ça permet de compenser un peu ça, dans certains cas. Alors il y a aussi des inconvénients à cette méthode. L'opération dure plus longtemps, en moyenne 25% d'après Faymonville. Mais l'avantage c'est que même si l'opération dure plus longtemps, ben, le patient peut repartir plus vite chez lui puisqu'il est malade moins longtemps. Et c'est quand même un problème parce que vous avez pas mal de patients après les anesthésies qui n'arrivent pas à retrouver un équilibre suffisant que pour partir à pied dans l'hôpital. Voilà, au niveau des échecs, entre guillemets, donc en gros les échecs dans cette méthode, ce sont des cas où on doit convertir en anesthésie générale parce que soit le patient bouge trop, soit il a trop mal, ou voilà, il n'est pas bien, quoi. Ça n'arrive quasiment jamais, mais il y a eu quelques cas. Donc ça peut arriver, c'est pas impossible, et donc à ce moment-là, il faut passer à une conversion en anesthésie générale, ce qui augmente encore la durée de l'opération. Au niveau du confort des patients, on a vu que c'était plus important. C'est aussi le cas pour le chirurgien, même si ça nécessite quand même différentes choses. Donc c'est un peu plus long, mais ça nécessite aussi que tout le personnel qui est présent dans la salle d'opération soit formé à la méthode, en tout cas à minima, parce que on opère d'une manière un peu plus particulière. Donc vous avez une personne qui est au chevet du patient et qui lui raconte une histoire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de bruit, il faut que ça soit calme, il faut que ça aille pas trop vite. Voilà, donc il y a vraiment, il faut que ça soit un peu sombre aussi. Il y a toute on arrange en tout cas l'endroit pour que ça corresponde à ça. Et voilà, donc le déroulement, c'est un peu pareil que pour les séances d'hypnose que vous avez vues. On raconte quelque chose au patient, et ici on va vraiment l'amener dans son imaginaire.
Le concept, c'est simplement qu'on va lui amener dans un imaginaire qui donne un autre sens à ce qu'il peut entendre, à ce qu'il peut ressentir et qui est lié à l'opération. Voilà. Notamment les bruits, les sensations physiques, la douleur. Et au plus vous plongez les gens dans leur imaginaire, au plus vous arrivez à réduire la douleur. Voilà. Et donc là, c'est pas de nouveau un phénomène magique ou extraordinaire ou le pouvoir de l'hypnothérapeute. D'ailleurs, la grande majorité des personnes qui pratiquent l'hypnocistation ne sont pas des thérapeutes. En fait, il y a une formation spécifique en Belgique pour les chirurgiens et pour les anesthésistes. Et donc, ce sont des gens qui sont uniquement formés à l'hypnocisation en général. Ils ne font pas de thérapie, pas de marketing non plus. Et voilà, donc on va vraiment raconter une histoire, plonger le patient dans son imaginaire, ce qui fait que votre cerveau, au plus il est plongé dans un autre imaginaire, au moins il va penser, être focalisé sur ce qui se passe, par exemple sur une blessure que vous avez qui est censée amener une douleur. Et donc au moins il va vous amener ce signal de douleur. Parce que la douleur, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la blessure. Hein. Si vous mettez un couteau dans la jambe, bah, ce n'est pas votre jambe qui vous fait ressentir la douleur. Votre jambe elle envoie simplement un signal nerveux à votre cerveau qui reçoit ce signal qui se dit « Ah ok, maintenant je dois prévenir la personne qui a de la douleur. » Alors hop, j'envoie de la douleur. Et donc quand votre cerveau il est focalisé sur autre chose, bah, ça va diminuer ce processus. Ça ne va pas le faire disparaître. Hein. On ne peut pas faire disparaître la douleur, ça ne marche pas. Sinon on n'emploierait pas d'anesthésiant, évidemment. Mais on peut quand même bien la diminuer par ce processus qui est assez naturel. Et qui arrive aussi dans d'autres domaines. Hein. Donc, ça arrive aussi, par exemple, si vous êtes en train de travailler, dans votre cas, vous êtes en train de travailler avec des outils, à scier du bois ou quelque chose comme ça, et puis tout d'un coup, vous faites un faux mouvement et vous vous enfoncez une pointe dans la main ou un autre endroit. Bah, ce qui va se passer assez souvent, c'est que pendant un certain nombre de secondes, vous n'allez rien ressentir en fait. Et parfois, il y a des gens des personnes qui travaillent dans des postes manuels, qui sont potentiellement dangereux avec des grosses machines. Ça arrive que les gens se blessent assez fort et qu'ils continuent à travailler pendant un certain temps. Et c'est un moment où il y a leur voisin qui arrive qui dit « Mais tu t'es ouvert le bras et ça pisse le sang ». À ce moment-là, ils se rendent compte et là, ils commencent à avoir très mal. Donc c'est simplement voilà, le cerveau qui n'a pas encore pris acte de la blessure et donc vous a pas envoyé le signal. Voilà. Donc c'est pas magique. C'est pas le pouvoir de l'hypnose, mais c'est un phénomène qu'on peut utiliser. Alors, je vais quand même vous donner quelques infos vite fait sur les études scientifiques qu'il y a actuellement. Donc, il y a pas mal d'études au niveau neurosciences qui n'étudient pas spécialement les résultats des thérapies, mais qui étudient les effets de l'hypnose sur les sens et sur la mémoire. Parce que les hypnothérapeutes, depuis toujours, prétendent avoir un effet sur les sens et sur la mémoire. Par exemple, en étant capable de vous faire oublier certaines choses, ou en étant capable de vous faire ne pas ressentir certaines sensations, ou ressentir certaines sensations qui n'existent pas. Par exemple, si on vous dit, voilà, je vais vous poser une pièce de monnaie qui est brûlante sur la main, ben vous allez ressentir la brûlure. Voilà, ça, c'est des choses qui fonctionnent partiellement. Et donc, pendant longtemps, on a pensé que les gens faisaient un peu semblant, ou que c'était la soumission librement consentie à l'autorité. Et en fait, il y a ces 10 dernières années, il y a eu des publications majeures dans les plus grosses revues de neurosciences du monde, par exemple Neuron et Nature Reviews Neuroscience. Et donc ces études ont démontré expérimentalement que l'amnésie post-hypnotique est quelque chose qui fonctionne et qui existe. Et ça a été rendu possible par l'imagerie cérébrale, puisqu'on a pu observer au niveau de l'imagerie que les personnes, quand on leur remontrait certaines informations, par exemple des images qu'on leur a montrées, après une suggestion d'amnésie, on a pu observer que les zones dans leur cerveau qui sont censées réagir ne réagissaient pas. Ce qu'on ne pensait pas possible, on ne pensait pas que les gens pouvaient influencer ces zones en fait. Et donc ces études ont ouvert des nouvelles portes d'études en termes de fonctionnement de la mémoire, et ça a démontré quelque chose qui est assez étonnant. Mais ce n'est pas une amnésie partielle, on oublie une partie des détails, mais pas tout. Donc si on vous dit d'oublier ce que vous avez vu pendant un documentaire, vous allez oublier certaines parties, mais pas tout. Et le plus incroyable, c'est qu'après, si on refait une suggestion d'hypnose qui dit que vous allez retrouver accès à cette info, eh bien ça fonctionne, et ça aussi, ça a été démontré expérimentalement par des études vraiment hyper fiables et très très bien réalisées. Donc ça, c'est vraiment important, parce que même moi, quand j'ai fait mes études, honnêtement, j'y croyais pas. Voilà. Je ne pensais pas que l'amnésie post-hypnotique, ça fonctionnait, et j'étais assez surpris en lisant ça.
Et on peut faire pareil pour suggérer des sensations. On peut notamment créer des synesthésies. La synesthésie, c'est le fait de percevoir un sens avec un autre, par exemple de voir de la musique. C'est une condition qui est pathologique à la base, qui est liée à certaines maladies. Et on peut aussi créer ça par hypnose. Et on a pu mesurer au niveau de l'activité cérébrale que ça avait les mêmes effets que quelqu'un qui a vraiment cette pathologie, en fait. Et donc ça va permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ces pathologies qu'on pourra donc partiellement simuler par l'hypnose. Voilà, alors je vais aborder mon dernier point, qui est celui des dérives. Je prends encore 5 minutes, hein, je me permets. Donc il y a beaucoup de marketing abusif dans l'hypnose, beaucoup de prétentions extraordinaires. Je vais citer la plus courante actuellement, la plus populaire, c'est le fait que l'hypnose, ça pourrait permettre d'arrêter facilement de fumer. Vous avez des centres d'hypnose qui prétendent qu'il y a des résultats extraordinaires, genre 90% de réussite avec leur programme. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les sevrages, c'est un des domaines les plus étudiés en psychologie. Et on a des tonnes et des tonnes d'études sur les effets des sevrages à long terme. Et quand un programme de sevrage fait plus que 40% de réussite après un an, bah c'est déjà fantastique. Et plus que 50% de réussite, ça n'existe pas. Alors quand vous voyez un thérapeute qui vous dit 90% de réussite pour arrêter de fumer, bah vous savez déjà que soit c'est une arnaque, soit le type a réussi à s'auto-convaincre tellement bien que... voilà. Et souvent ça arrive parce qu'ils mesurent les résultats à la fin de leur séance. On fait 2 séances et puis on fait arrêter les gens, puis on leur revoit une séance. Ils disent « Ah oui, ça marche bien pour l'instant, ça fait une semaine. » Alors on se dit « Ok, ils ont arrêté de fumer, on note le chiffre, puis voilà. » Évidemment, les études sérieuses, on mesure dans 6 mois ou dans 1 an, et là on se rend compte que la plupart des gens ont rechuté. Et l'hypnose n'apporte pas grand-chose par rapport à ça, contrairement à la thérapie cognitive qui peut aider pour certains aspects ou à certains médicaments, genre Pixouziban par exemple. Voilà, alors il y a aussi la problématique des faux souvenirs. Donc les thérapeutes qui utilisent beaucoup les régressions, donc ils sont persuadés que les causes de vos problèmes se trouvent dans des souvenirs oubliés, quand vous étiez encore dans le ventre de votre mère ou dans une vie antérieure au Moyen-Âge où vous étiez un chevalier ou je ne sais pas quoi d'autre. Eh bien, ils vont essayer de vous amener à vous rappeler de ça en vous suggérant que ça existe. Et parfois, il y a des gens qui pensent eux-mêmes que ça existe. Et ce qui va se passer, c'est quand on suggère qu'une personne est capable de retrouver une info qu'elle n'a pas en mémoire, le cerveau va inventer en fait. Et au plus on est dans cet état suggestible, au plus votre cerveau va inventer. Et ça, c'est très très grave, très très problématique, parce qu'il y a des gens à qui on a suggéré qu'ils pouvaient retrouver comme cause de leur dépression le fait qu'ils avaient été abusés par leurs parents. Et ils se sont dit « Ah ouais, je me rappelle ça, en fait ça a l'air vraiment vrai. » Et en fait, c'était pas vrai. Il y a plusieurs personnes qui ont été condamnées à tort. Ça a été un gros scandale, enfin des gros scandales dans les années 80, qui ont donné lieu à beaucoup de débats. Et voilà, en fait, c'est simplement ça. C'est quand on insiste pour retrouver un souvenir qu'on n'a pas, on va inventer. Et après, c'est impossible de savoir ce qui est vrai et ce qu'on a inventé. Et donc là, je vous laisse imaginer les dégâts en fonction de ce qu'on essaye de retrouver. Voilà, donc ça, maintenant, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui font gaffe à ça et qui sont au courant, heureusement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, alors je vais terminer sur un dernier exemple, qui est un exemple d'usage malveillant de l'hypnose, puisqu'il y en a aussi. Même si beaucoup de thérapeutes font des erreurs sans être volontairement malveillants, ils sont juste convaincus de leur truc, et donc ils font des erreurs, mais ça part d'une bonne intention. Il y a aussi des gens malveillants, et donc pour ça, je vais vous citer un cas que j'aime beaucoup, qui est le cas Emma Woods, qui a un nom d'emprunt, vous pouvez trouver ça sur Google si vous cherchez. Emma Woods, donc c'est une personne qui pensait une adulte qui pensait que ses problèmes étaient dus au fait qu'elle avait été enlevée par les extraterrestres et que ça lui avait laissé des traumatismes inconscients qu'elle avait oubliés. Et il y a pas mal de personnes qui pensent ça, enfin aujourd'hui. Et donc elle a été voir un spécialiste autoproclamé de cette méthode de régression par hypnose qui prétendait aider les gens à retrouver ces souvenirs d'enlèvement et d'abus extraterrestres. Et voilà, en fait, elle s'est rendue compte à un moment que ce qu'il faisait avec l'hypnose, c'était en fait assez foireux. Et elle a enregistré de manière audio la plupart de ses séances et les a publiées après sur Internet. Et donc, en écoutant ces séances, on a pu se constater que c'était quelque chose d'absolument hallucinant, puisque progressivement, en fait, ce que l'hypnothérapeute faisait, j'ai un peu du mal à l'appeler hypnothérapeute, c'était d'essayer de la convaincre petit à petit, de l'influencer pour lui convaincre que
qu'elle avait été vraiment enlevée par les aliens, et qu'en fait, il venait même la retrouver le soir dans sa chambre, qui la paralysait, ce qui expliquait ses sentiments de paralysie, qui était en fait de la paralysie du sommeil, qui est un phénomène médical, et que quand il la paralysait, en fait, il profitait de ça pour abuser d'elle, pour lui faire des trucs absolument horribles que je n'oserais même pas citer ici. Et voilà, au plus ça augmentait, au plus il essayait de la convaincre de ses idées complètement dingues. Et donc voilà, à un moment, il finit par lui conseiller de porter une ceinture de une ceinture de chasteté avec des pointes pour se protéger des méchants aliens qui allaient essayer de la violer pendant la nuit. Voilà, et donc je vous laisse imaginer aussi les dégâts sur des gens qui croient vraiment que c'est possible à la base et qui se retrouvent chez un type pareil. Il continue encore à faire ça aujourd'hui et il écrit plein de bouquins à succès. Voilà, donc ça c'était un des exemples de dérives par rapport à l'hypnose, et il y en a d'autres que je ne vais pas citer aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup. Vous mettez la cigarette comme un état abusif des effets. Est-ce que c'est pas plutôt le patient, le client, qui est convaincu de sa réussite, qui lui-même y arrive? Parce qu'il y a quand même des taux, même si c'est à 15 jours, 3 semaines ou 6 mois, où il y a 90% de réussite. Alors, moi je peux vous dire que j'ai passé des mois à lire toute la littérature sur les sevrages, parce que c'est en fait ma spécialité, c'est que j'organise des programmes de sevrage depuis des années. Et je peux vous dire qu'au niveau de la littérature, les chiffres ils sont très clairs et ils sont très uniformes. Quand on va voir plus loin, et pas à 2 semaines, on a des résultats très faibles, et ce pour toutes les méthodes, hein. C'est pas que pour l'hypnose. Les patchs, c'est pas efficace, c'est moins de 10%. Hein. Bon. Donc oui, l'hypnose, ça peut aider, mais évidemment, si on mesure les résultats après une semaine, comme on sait très bien au niveau des études que beaucoup de gens vont rechuter plus tard, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais qu'est-ce que ça vaut? Hein, si moi je fais un programme de sevrage en groupe avec le tabac, et que le lendemain je demande à tous les gens comment ça va, est-ce que vous avez arrêté de fumer? Bah oui, moi aussi je peux dire 90% de réussite. Mais si on retourne dans 6 mois, bah, le chiffre il sera beaucoup plus bas. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une différence entre les très nombreuses études qu'on fait sur les effets de l'hypnose et de toutes les autres méthodes de sevrage, et les prétentions des thérapeutes. Alors pour moi, il y a 2 explications. Soit le thérapeute se trompe, parce que par définition, un thérapeute est très mal placé pour mesurer ses propres résultats. Voilà, soit il y a des thérapeutes qui arrivent à faire des effets extraordinaires, 90% de réussite, et à ce moment-là, il faut qu'ils se fassent connaître et qu'ils publient, parce qu'ils méritent le prix Nobel de médecine. Voilà. Oui, c'était juste pour revenir sur le tabac. Est-ce qu'il n'y a pas une question de croyance aussi là-dedans? Parce que si on part aussi de la croyance que les personnes vont rechuter, on leur fourgue un peu cette croyance dans le cerveau, puisque voilà. Et est-ce que ça peut pas justement être positif de partir du principe qu'ils ne rechuteront pas, et au pire on se trompe? Très bonne question. Je vais vous répondre très simplement. Si vous venez chez moi et que vous me dites ça fait 10 ans que je suis en dépression, je suis au bord du suicide, est-ce que vous pouvez me promettre que vous allez me sauver? Est-ce que si je dis oui, ça va être une bonne chose? Alors ça va certainement peut-être augmenter ma chance d'y arriver, parce qu'elle va être convaincue, et être convaincue, ça amène des changements dans la personne. Ça veut dire qu'on va penser autrement, qu'on va agir autrement, et ça amène des effets, ça c'est clair. Maintenant, il y a des limites aux prétentions qu'on doit faire. Il y a une limite entre l'éthique et puis le marketing ou le baratin. Voilà. Évidemment, cette limite, elle est difficile à définir. Mais moi, je pense qu'il y a une limite à ne pas dépasser, c'est de prédire des résultats qui sont faux. Maintenant, on peut dire aux gens que dans pas mal de situations, ça peut aider partiellement ou totalement. On peut tourner ça d'une manière qui est honnête et qui est quand même encourageante, mais pas en balançant des 90% de réussite, comme on a entendu. Bien sûr, puisque objectivement, c'est possible. Il y a pas mal de gens qui arrivent à arrêter de fumer. Ça fonctionne. Mais pas à 90%. Quoi. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de pousser quelqu'un à commettre un crime sous hypnose? Par exemple, un meurtre?
Alors, bonne question. C'est un point qui est souvent discuté, c'est le fait de est-ce qu'on peut faire des choses aux gens contre leur volonté. Alors, on a souvent tendance à répondre non, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Avec un peu de surprise, avec un peu de manipulation, on peut amener à faire des choses mineures contre la volonté des gens, ou en tout cas de manière très temporaire, mais ça reste quand même des trucs très limités, quoi. Alors, effectivement, l'exemple du meurtre, non, j'y crois pas absolument. Et il n'y a rien dans les données scientifiques ou dans tout ce qu'on connaît de l'hypnose qui peut permettre de penser que ça a un sens, de penser que c'est possible. Maintenant, il peut y avoir des situations où les gens disent « j'ai fait quelque chose parce que j'ai été hypnotisé ». Mais pour moi, ça peut être aussi des situations où ça sert d'excuse, en fait. Où en fait, il y avait d'autres raisons et le type il dit « j'ai fait ça parce que j'étais hypnotisé », mais en fait, la vérité est ailleurs. Est-ce que vous voyez le magicien Darren Brown? Vous Oui, voyez bien sûr. du coup, il me semble qu'il avait fait une sorte d'émission où il poussait des gens, il les hypnotisait pour les pousser dans le vide, en fait, enfin pour les pousser à pousser des gens dans le vide. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que le problème avec Darren Brown, c'est qu'en fait, il explique certaines choses, mais il conditionne souvent les gens avant les émissions, et qu'on n'a jamais les détails de ce qu'il fait, en fait. Donc il n'y a jamais moyen de savoir quel est l'ensemble des actions qu'il a effectuées pour amener son effet, et je pense qu'il le fait un peu exprès. Et donc pour moi, Darren Brown, c'est pas juste démontrer ce qu'on peut faire avec l'hypnose, notamment, il ne fait pas que de l'hypnose, mais c'est aussi faire illusion, faire un spectacle et faire réfléchir les gens. Voilà. Et donc pour moi, ça n'a pas valeur de preuve. Donc moi, en fait, j'ai entendu parler d'auto-hypnose. Donc je voulais savoir si seul, on pouvait arriver au même état. Alors, on peut apprendre à faire de l'auto-hypnose. Ça reste une hypnose qui est très très simple, qui est très basique, et qui se rapproche des méthodes de relaxation ou de méditation que vous pouvez apprendre dans un cours près de chez vous, mais qui vont plus utiliser l'imagerie mentale. Donc imaginer un endroit, des détails, des sensations, ce qu'on ne fait pas beaucoup dans d'autres méthodes. Mais ça va se limiter à ça. Donc même le terme auto-hypnose, je suis toujours un peu gêné par rapport à ce terme parce que j'apprends beaucoup l'auto-hypnose à mes patients, mais c'est plus une sorte de relaxation un peu plus élaborée en fait. Mais ça reste très très simple. Mais on peut apprendre à se mettre dans un vrai état de relaxation profonde, dans un état d'hypnose, soi-même avec un peu de pratique. Ça c'est vrai. Et la plupart des hypnothérapeutes peuvent vous apprendre à faire ça d'ailleurs, sans trop de difficultés. Maintenant, chacun a des affinités, il y a des gens qui arrivent plus facilement que d'autres. Mais on peut tous apprendre à pratiquer ça comme on peut apprendre à pratiquer la méditation ou le yoga. Bonjour. Pour me présenter très rapidement, je suis totalement autodidacte en hypnose et j'en fais un tour de bras depuis à peu près 5 ans. Et je fais un peu de thérapie, un peu de spectacle aussi, c'est très amusant. Alors je vous remercie d'avoir parlé un peu d'hypnose de spectacle. Je trouve que souvent dans le milieu de la thérapie, c'est un peu dénigré, parfois à juste titre, parce que faire l'andouille sur la scène, il y a des limites quand même. Par contre, moi j'ai trouvé que c'était un excellent terrain d'expérimentation qui m'a parfois servi en thérapie. Alors je donne un exemple qui peut vous intéresser. Parfois j'ai des gens qui me disent « mais j'ai pas l'impression d'avoir été hypnotisé parce que j'ai tout entendu, je me suis pas endormi ». Alors je leur donne un exemple de ce qui s'est passé dans un de mes spectacles, où une dame qui s'appelait Renée, je lui ai dit qu'elle ne s'est jamais appelée Renée, sous hypnose évidemment, qu'elle s'est toujours appelée Germaine, et que c'était le prénom qu'il y avait sur sa carte d'identité. Je la ramène à elle pour la questionner devant tout le monde, et elle dit « j'ai tout entendu, je sais très bien que vous avez essayé de changer mon prénom, mais ça n'a pas marché, j'ai tout entendu, je me suis toujours appelée Germaine ». Je me sers souvent de cet exemple pour expliquer aux gens que même s'ils ont entendu, il y a un effet, et je crois que ça aide. Voilà, c'est un exemple. L'autre chose, effectivement, Mesmer prépare parfois Juste à l'avance. très rapidement, oui, pour l'autre chose. Oui, mais je fais vite. Effectivement, il prépare souvent les artistes qu'il va hypnotiser en loge, mais la raison est purement technique, c'est que pour arriver avec un claquement de doigts à faire passer quelqu'un dans un sommeil apparent, on n'y arrive jamais immédiatement. C'est étagé, c'est une opération à tiroir. Dans le premier tiroir, il y a une suggestion simple, éventuellement les mains collent, mais avec plusieurs tiroirs, on arrive avec un claquement de doigts à faire descendre 5 ou 6 personnes simultanément. Voilà, c'est purement
technique, en fait. Et effectivement, il n'y a pas de pouvoir. Ok. Moi, je suis d'accord avec votre point 2. J'ai rien à rajouter. Vous l'avez parfaitement décrit. C'est tout à fait vrai. Pour le point 1, donc je voulais juste rajouter une chose. Vous pouvez me rappeler le point 1 vite fait? Ah oui, avec Germaine. Ok. Ça va. Oui, donc vous faites bien de citer cet exemple parce qu'il est intéressant. Je pense que l'hypnose de spectacle et aussi le courant qu'on appelle street hypnose, donc c'est des gens qui font des petites introductions d'hypnose dans la rue de manière très simple et très honnête, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de blabla. Ça permet aussi de découvrir un peu comment on vit les choses, comment on fonctionne et qu'est-ce que l'hypnose. Et ça peut effectivement être quelque chose de positif et pas uniquement une manière de donner une fausse idée de l'hypnose, de donner une illusion et de se faire du pognon comme ce que fait Mesmer. Ça peut être aussi une manière de faire découvrir aux gens et de les informer correctement sur l'hypnose. Et donc, si vous avez envie de voir des démos, des démos d'hypnose de rue, vous tapez Street Hypnose sur YouTube. Il y a des groupes en France et en Belgique qui font ça. Et c'est des gens très, très, très bien, très humbles. Et ils font tout pour vous donner une vraie info et pas pour vous manipuler et vous faire croire que l'hypnose, c'est magique. Bonsoir. En fait, vous avez parlé du sevrage au niveau du... Enfin, pas du sevrage, mais au niveau du tabac. Mais moi, je voulais savoir votre point de vue par rapport au cannabis. Parce qu'un thérapeute m'avait dit qu'au niveau du cannabis, ça marchait bien parce qu'on pouvait essayer de retrouver les effets sous hypnose, les effets du cannabis. Donc voilà, votre point de vue par rapport à ça. Ok. Alors, j'ai jamais entendu ça, mais ça me semble a priori assez bizarre. Parce que même si on pourrait aider la personne à imaginer sous hypnose les effets du cannabis, bah ça va se limiter à la séance d'hypnose. Donc à moins de passer son temps à faire des séances d'hypnose avec la personne chaque fois qu'elle doit fumer, bah ça restera un peu limité, quoi. Donc je pense que l'hypnose n'est pas d'une grande aide pour les sevrages en général, sauf pour apprendre à faire de la gestion du stress ou pour encourager un peu les gens, leur donner confiance en eux. C'est des choses qui sont utiles mais qui restent quand même secondaires par rapport à d'autres choses qui sont importantes et qu'on travaille dans les sevrages, que ce soit pour le cannabis, pour l'alcool, pour la cocaïne, c'est pareil. Bonsoir. J'aimerais savoir, parce que souvent on entend ça, que quand on fait de l'hypnose, après on débloque quelque chose à l'intérieur de notre subconscient, et que du coup par la suite on peut avoir des souvenirs qui ressurgissent et que c'est pas forcément des bons souvenirs. Est-ce que du coup c'est pas un peu dangereux par rapport à ça? Alors, si l'hypnothérapeute est correctement formé en hypnose et qu'il a une formation aussi en psychologie, ce que beaucoup d'hypnothérapeutes n'ont pas malheureusement, on peut quand même globalement éviter ce genre de risque. Il y a quelques types de patients qui sont assez rares, avec lesquels c'est dangereux de faire de l'hypnose, ou en tout cas il faut prendre des précautions très très importantes. Des patients par exemple qui ont des pathologies psychiatriques comme la schizophrénie, qui sont délirants à certains moments. On n'a pas forcément envie de les amener dans l'imagination parce que là, on ne sait pas ce que ça va donner, ça peut aggraver leurs problèmes. Maintenant, faire revenir des souvenirs négatifs que vous n'auriez plus en tête, en soi, ça peut arriver, mais ça n'aura en général pas beaucoup d'impact parce que les souvenirs graves, ce sont des souvenirs qu'on appelle traumatiques, et ça, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas justement. C'est des souvenirs qui sont caractérisés par une hypermnésie, donc ils tournent tout le temps. Et il n'y a personne qui est traumatisé par un événement qui vous amène des émotions très négatives et qui va oublier ça et qui pourrait 10 ans plus tard tout d'un coup se rappeler qu'il est traumatisé. C'est ce que certaines personnes disent, ça n'existe pas et les études là aussi sont assez claires. Voilà.